Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, 9e édition de ce rendez-vous annuel sur les politiques de prévention. Il est proposé par la Fondation Pilège, l'Institut Pasteur de Lille, en partenariat fidèle avec l'Académie nationale de médecine. Je suis Alain Ducardonnet, je suis cardiologue, toujours pratiquant et consultant santé de BFM TV, et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de ce colloque. Alors, colloque que nous avons décidé de conserver en digital, comme l'an dernier, et on a bien fait parce que vous voyez que la pandémie repart, même si elle est moins grave, je pense, sur le plan hospitalier, je l'espère, mais c'était quand même plus facile de le garder en digital. Mais vous pouvez bien sûr intervenir, vous qui êtes derrière votre écran, vous avez juste en bas de l'écran, posez votre question, vous la tapez, elle arrive et je la récupère sur ma tablette, donc vous pouvez tout à fait participer dans ce colloque. Alors, après les modes de vie, en 2020, le thème retenu concerne donc la longévité, une révolution, mais à quel prix? Alors, quand on dit le terme de longévité, c'est un mot qui à la fois fait un petit peu peur, mais qui fascine aussi. Ça fascine parce qu'on se dit, voilà, on va avoir une vie très longue, très riche, on va pouvoir faire beaucoup de choses, c'est passionnant. Et puis ça fait un petit peu peur parce que bien sûr, il y a les stigmates du vieillissement. Il y a la possibilité au bout de cette dépendance. L'important, comme on le dit, c'est de vieillir bien. Alors, Guy Bedos, je cite Guy Bedos au départ parce qu'il n'y a pas de raison. C'est un petit clin d'œil. Et je trouvais que sa définition n'était pas inutile. Il nous rassure en quelque sorte. Vieillir reste pour l'instant ce qu'on a trouvé de mieux pour ne pas mourir. C'est une vraie philosophie. Alors, je vais avoir le plaisir de co-animer ce colloque avec Jean-Michel Le Cerf, qui dirige le service de nutrition et activité physique. Il est le directeur scientifique et médical du Centre de prévention santé et longévité. Tout cela à l'Institut Pasteur de Lille. Et ce sera bien sûr le fil rouge et la référence de ce colloque. Voilà, vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi, nous sommes prêts. Et nous allons donc pouvoir tout de suite demander au professeur Bernard Charpentier, président de l'Académie nationale de médecine, d'ouvrir officiellement ce colloque. Monsieur le professeur. Merci beaucoup, monsieur Ducardonnet, chers amis. Donc, je suis très heureux, au nom de l'Académie nationale de médecine, d'ouvrir ce colloque digital direct de la Fondation Pilège sur longévité, une révolution, mais à quel prix? D'abord, il y a des liens anciens entre la Fondation Pilège, qui s'intitule Promouvoir la santé durable, et l'Académie. Son rôle est depuis 201 ans de s'occuper de tous les sujets d'études et de recherche qui peuvent contribuer à l'art de guérir, selon l'article 1 de nos statuts, signé par le roi Louis XVIII en 1820. L'Académie est donc la plus vieille agence de santé publique en France et elle a 5 mots-clés reconnus et sans hubris. Premièrement, l'indépendance. Nous sommes élus à vie. Elle rencontre des agences d'État où les membres sont nommés. Nous ne tremblons pas le mardi soir avant le Conseil des ministres du mercredi matin où vous pouvez être viré sans management. Deuxièmement, les académiciens de médecine ont une autorité et une notoriété certaine. Troisièmement, une expertise reconnue dans beaucoup de domaines de biologie santé. Et puis d'autre part, une multidisciplinarité avec la présence de pharmaciens, de vétérinaires, de membres libres de très haute volée, ce qui fait que le l'angle d'attaque de l'Académie, des problèmes de santé, est différent des sociétés savantes qui sont toutes tubulaires et souvent boutiquières. Enfin, une certaine influence institutionnelle. Je pense que ce n'est pas par hasard si le président Macron a courageusement lancé le pass sanitaire le 11 juillet dernier, 2 jours après notre communiqué sur 135, depuis le début de la pandémie Covid, conseillant de mettre en place le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Et nous disons tout haut ce que les politiques pensent tout bas, parce qu'eux doivent passer par la fourche caudine de la réélection et de l'acceptabilité sociale, démagogie sociale, des mesures prises. Alors, le titre de ce colloque, Longévité, une révolution, mais à quel prix, tombe totalement dans le champ d'intérêt de l'Académie. Premièrement, il y a 2 ou 3 années, alors que j'étais président de la Fédération européenne des académies de médecine, et d'autre part d'un mécanisme inventé par Jean-Claude Juncker, qui était le conseil scientifique à la Commission européenne, qui s'appelait SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies, 101 académies. L'Académie nationale de médecine, par son représentant Jean-Pierre Michel, a fait un rapport européen très important qui s'appelait, alors en anglais, Transforming the Aging Society, transformer la société vieillissante, qui était donc de demander à cette société, non pas une stabilité, mais au contraire une transformation, et qui est devenu un green paper de la Commission européenne, donc un standard de la Commission européenne. Nous avons à l'Académie plusieurs académiciens très compétents en matière de gérontologie, dans tous les aspects, médico-chirurgical, sociologique, financier, économique. Nous avons fait d'abord une commission qui traite des problèmes par les groupes de travail sur des thématiques précises, fin de vie, réanimation chez le sujet âgé, EHPAD, Covid chez le sujet âgé, Covid et cancer chez le sujet âgé. Au titre de ma discipline, j'aimerais terminer sur longévité et insuffisance rénale, car c'est devenu un problème majeur médical, sociétal et économique. En effet, le rein est un organe qui vieillit très mal, à force de filtrer 180 litres de sang par jour, et il perd 1 ml de clairance tous les ans depuis l'âge de 40 ans, de façon automatique.
et pire s'il est hypertendu, obèse, diabétique, hyperlipémique, vasculaire. Donc l'incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale est très importante après 75 ans, et si tout le monde devenait centenaire, probablement entre 30 et 50% de la population serait mise en épuration extra-rénale. Cela n'est pas le problème pour le foie, le cœur et le poumon, parce qu'il n'y a pas de suppléance à long terme. Alors qu'est-ce qu'on fait d'un patient en insuffisance rénale chronique terminale qui présente une seule défaillance d'organe chez ce grand vieillard, le rein? Que faire? Et si on fait simplement un rapport qualité de vie sur le coût, en sachant que l'hémodialyse c'est 100 000 € par an, et la dialyse péritonéale chronique ambulatoire c'est 75 000 par an. Eh bien, dans le début des années 70, on ne dialysait pas après 55 ans. Maintenant, il n'y a plus de limite vraie. En effet, à part les troubles de polypathologie, des troubles cognitifs sévères, on pourra mettre ce patient jusqu'à 90 ans, soit en hémodialyse, soit en dialyse péritonéale chronique ambulatoire. D'autre part, je dis ça de monsieur de Cardonnet, que faire d'un syndrome cardio-rénal, du grand vieillard très fréquent, qui a en fait une insuffisance cardiaque d'origine ischémique non dilatable, parce que c'est les petits vaisseaux périphériques, qui passe son temps en œdème du poumon, malgré 1,5 g de furosémide tous les jours, donc un diurétique très puissant, et dont le cœur ne peut plus pousser dans une machine d'hémodialyse qui va consommer 400 ml de sang par minute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mourir dans un OAP, mourir du mal de Bright? Eh bien, en fait, quand on les met en dialyse péritonéale, on s'aperçoit que l'amélioration de la qualité de la vie est fantastique, que de nouveau, on peut donc reparler, ne plus être essoufflé, pouvoir même marcher, ne pas être essoufflé au lit. Et donc, on va pouvoir prolonger la vie sans œdème du poumon paroxystique. Et ça a un coût, mais c'est une qualité de la vie. Donc, je vais terminer par cette petite histoire, qui est un problème, effectivement, qui va poser ensuite le problème de la dépendance. Et je pense que ce symposium va aborder le problème de la dépendance, parce que le problème n'est pas la qualité de la vie quand on est, en fait, relativement autonome. Donc, à partir de, grosso modo, la première maladie, c'est 62 ans en France. Hein. Et puis, bien sûr, après 70, 75 ans, les maladies augmentent puisqu'on va avoir 11 traitements différents après 85 ans. Le problème, c'est la dernière étape, c'est la dépendance. Et là, c'est un problème capital parce que c'est un problème social, c'est un problème sociétal, c'est un problème médical, c'est un problème économique. Merci beaucoup de votre attention. Monsieur le Président, merci beaucoup. En effet, donc l'objectif, bien évidemment, c'est que cette autonomie soit le plus tard possible, cette perte de l'autonomie soit le plus tard possible, et de garder donc, et c'est vraiment l'objet du débat, la longévité en bonne santé. On verra qu'il y a quelques recettes pour ce faire. Tout de suite, deuxième proposition d'ouverture avec Emmanuel Leclerc. Vous êtes délégué général de la Fondation Pilège. Bonjour à tous. Donc, nous sommes très heureux ici sur ce plateau de vous retrouver pour la deuxième édition en digital au Studio Vendôme. C'est donc la 9e édition également de notre colloque politique de prévention. Alors cette année, la longévité réussie. Pourquoi la longévité réussie par rapport à ces 9 années précédentes? D'abord, une raison qui est malheureusement celle de l'actualité sanitaire, puisqu'on sait tous que les personnes les plus âgées sont actuellement les plus vulnérables dans ce contexte. Et notre fondation, tout comme l'Institut Pasteur, tout comme l'ensemble du système de santé, s'interroge sur des solutions. Comment garder espoir dans ce contexte particulièrement difficile pour faire que l'espérance de vie en bonne santé reste une réalité. Donc c'est vraiment l'enjeu de ce colloque, d'avoir réuni tout un ensemble de professionnels de santé, d'institutionnels, de sociologues pour débattre sur cette question essentielle. Le deuxième axe de notre colloque, ça a été évoqué par Alain à l'instant, ça a été aussi rappelé. La longévité, c'est un parcours, c'est un chemin. La vieillesse, c'est un état. Donc, nous souhaitons inscrire cet âge où chacun d'entre nous va progressivement dans une dynamique où à tout moment, quel que soit notre âge, notre situation, on peut agir, on peut réagir, on peut mettre en place des modes de vie, une prévention adaptée. Et ça peut se faire bien sûr dans le système de santé, mais également chez soi à tout moment. Il y a également dans ce colloque beaucoup de partenaires qui chaque année s'impliquent. Donc je voudrais tout particulièrement remercier l'Institut Pasteur de Lille, le docteur Jean-Michel Le Serre, qui est également le président de la Fondation Pilège. Remercier évidemment l'Académie de médecine pour son soutien depuis 2 ans, mais également les parlementaires qui chaque année s'impliquent dans notre colloque, interviennent, discutent avec nous, créent le débat aussi. Et puis nous avons 2 axes au niveau de la Fondation Pilège, largement partagés avec l'Institut Pasteur de Lille. Ces 2 axes sont à la fois la promotion de la santé, mais aussi la formation, l'information des professionnels de santé pour qu'ils puissent
inclure dans leur pratique de plus en plus la prévention, à la fois au sens du dépistage précoce des pathologies, mais aussi au sens de la promotion de la santé, comme je l'ai dit, au travers des modes de vie, l'activité physique, la nutrition, l'activité physique, on vient de le rappeler, mais également la gestion du stress et du sommeil. Voilà. Je nous souhaite à tous une excellente matinée qui, je l'espère, comme l'année dernière, sera très active, très proactive, et nous comptons beaucoup sur vos messages tout au long de cette matinée. Merci. Emmanuel Leclerc, merci beaucoup. Donc, en effet, autre partenaire, l'Institut Pasteur de Lille. Et c'est donc Jean-Michel Le Cerf qui nous donne son petit mot d'accueil. Merci Alain, merci Emmanuel pour votre accueil. Et puis, on est très heureux d'être avec vous ce matin pour ce nouveau colloque dans le domaine de la prévention, longévité en bonne santé. Alors, ça tombe bien parce que c'est une des missions de l'Institut Pasteur de Lille depuis de nombreuses années maintenant que de mettre la longévité comme axe de nos activités de recherche d'une part et de nos activités de prévention d'autre part. Et donc, on est vraiment en phase ensemble sur ce thème. D'ailleurs, notre slogan à l'Institut Pasteur de Lille s'appelle « Vivre mieux plus longtemps ». Alors, vivre mieux, ça peut être quel que soit son état de santé, parce que l'état de santé n'est pas toujours préservé, mais même quand on est malade, on peut aussi chercher à vivre mieux. Et donc ça aussi, c'est un message positif, parce qu'il ne faudrait pas opposer les bien portants et les malades. Ce serait une société qui serait extrêmement difficile et pénible. En tout cas, on est très heureux d'être ensemble pour évoquer tout au long de cette matinée les moyens de la prévention, les axes de la prévention, comment agir, sur quel levier intervenir. Vous verrez qu'il y a énormément d'activités et d'initiatives qui sont prises dans ce domaine, que ce soit dans le domaine de la recherche, que ce soit dans le domaine des actions de terrain. Et je crois que ce sera vraiment très intéressant de pouvoir partager avec vous ces expériences et puis peut-être aussi de faire aboutir un certain nombre de recommandations. On terminera cette matinée par 5 recommandations pour mettre en route cette longévité en bonne santé. Voilà, madame, monsieur, merci beaucoup. Donc, ce colloque est ouvert et nous allons tout de suite démarrer par vous, puisque on a sondé les Français sur savoir quelles étaient, en fin de compte, leurs attentes par rapport à cette longévité en bonne santé. On se retrouve dans quelques instants.